fait, les élections régionales ont été parasitées par les événements qui se sont déroulés en France depuis le mois de novembre. Il y avait déjà la COP21 qui était prévue depuis longtemps, et puis il y a eu les attentats qui évidemment ont bouleversé la donne. Et puis il y a le fait aussi que pendant les élections régionales, dans la plupart des régions françaises, et la Bretagne y fait un tout petit peu exception, mais pas complètement, on n'a pas parlé de la question régionale, on n'a pas parlé des régions. On n'a pas parlé des problèmes de la région. On a à peine parlé des limites de celle-ci, du nouveau découpage, de leurs responsabilités, de leur pouvoir. Non. On s'est contenté de faire des campagnes nationales dans les régions. En Bretagne, c'est peut-être un peu différent parce qu'en Bretagne, il y a une forte, je dirais, identité. Il y a un fort enracinement de beaucoup de Bretons. Donc on a un peu plus parlé de la Bretagne. Je crois que la plupart des listes ont évoqué la possibilité de rattacher Nantes à la Bretagne. C'est une bonne chose. Malheureusement, au-delà des limites de la Bretagne, ce discours n'a pas été entendu. Et puis, on voit bien que c'est le national et que c'est Paris qui a réglé les choses d'une certaine manière. Parce que qui est revenu sauver la Bretagne, entre guillemets, pour les socialistes? C'est Le Drian. C'est un ministre qui est extrêmement populaire. C'est le ministre de la guerre, aujourd'hui. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de danger, en mettant Le Drian, que les droites puissent bousculer l'ordre, ou plutôt le désordre établi depuis quelques décennies en Bretagne. Donc Le Drian a gagné, logiquement, et les droites ont perdu, tout aussi logiquement. La Bretagne n'en sort pas renforcée pour autant. Bien sûr, Le Drian a une identité forte de breton, il est connu comme tel, à Paris ou ailleurs. Mais les questions restent pendantes. La Bretagne administrative, c'est toujours seulement 4 départements. Où est Nantes? Où est la Loire-Atlantique? Nous l'attendons toujours. Et ça, cette question n'a pas été réglée. Quant au pouvoir de la Bretagne, ils sont loin, aujourd'hui, d'être ce qu'ils étaient à l'époque même de la monarchie. Le Conseil régional, ce n'est pas les États de Bretagne. Ce n'est pas la Chambre des libertés bretonnes. Alors voilà, donc Le Drian est élu, il va faire son mandat, quand il aura quitté son ministère peut-être, où il déléguera, mais la Bretagne ne va pas voir surgir de solutions, même de liberté, avec cette élection régionale. Heureusement, M. Le Drian est breton, heureusement il est enraciné. Ça ne suffira pas, pourquoi? Parce que la République, elle, est centralisée et qu'elle ne laissera rien. Elle ne lâchera rien aux Bretons, d'une certaine manière. N'attendons pas des libertés venues de Paris, lâchées par le pouvoir jacobin. Il n'y a rien à attendre de cette République-là. Et les élections régionales l'ont encore montré. Parce qu'il y a la Bretagne, oui, mais si avec la Bretagne, l'Alsace a été intégrée de force contre sa volonté, contre la volonté de ses élus, contre la volonté de ses habitants, dans une grande région dont elle ne veut pas. Soyons très clairs, le découpage régional, qui n'a quasiment pas été évoqué pendant cette campagne dans les débats, va ressurgir rapidement. Les élections régionales n'ont été, d'une certaine manière, que le prélude des vrais débats et des vrais combats régionalistes qui vont, dans quelques années, ressurgir et s'affirmer. Et peut-être parce qu'il y a dans ce débat régional, il y a eu quelque chose d'un peu particulier, c'est la Corse. C'est la Corse. Et là, la Corse a bousculé le désordre établi par la République jacobine. Trop de centralisation tue la centralité. Trop de républicanisation, en définitive, tue la République. Alors, une fois de plus, la droite républicaine et le Front National sont déçus, à tort ou à raison, de leur score. La Bretagne a longtemps été une terre de tradition et longtemps, la droite ou les droites ont pensé que les bons résultats leur étaient acquis. Ce n'est plus le cas depuis les années 70. Et en définitive, la gauche s'est enracinée quand la droite s'est libéralisée, quelque part. Et la Bretagne n'est pas une terre de libéralisme en tant que telle.
La droite a commis cette erreur il y a longtemps. Elle a du mal, en définitive, maintenant, à raccrocher au terrain, malgré tous les efforts des uns et des autres. Les droites ont échoué, il faut le dire, les droites ont échoué alors qu'elles avaient un contexte plutôt favorable, que la Bretagne a été en pointe dans la contestation à l'automne 2013 et en 2014. Et les droites ont échoué parce qu'elles ont peut-être, pour certaines d'entre elles, trop regardé vers Paris ou trop attendu de Paris ou de l'Europe. Or, aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas de Bruxelles, ce n'est pas de Paris que viennent les solutions. Pour la Bretagne, du moins c'est comme cela que les Bretons le conçoivent de plus en plus. La Bretagne a été une terre de royalisme. Elle a été une terre de tradition royaliste et d'ailleurs très diverse dès l'origine. On va trouver des royalistes parlementaires dès les débuts de la Révolution française, ceux qu'on a appelés les monarchiens. Et puis on va trouver surtout un royalisme éminemment populaire, un royalisme éminemment enraciné, breton, autour de la rouerie, et puis surtout des chouans, de la chouannerie, plutôt des chouanneries, qui vont d'ailleurs être extrêmement diverses, du pays vannetais au Finistère, aux Côtes d'Armor, l'Oudéac, etc., etc. Au XIXe et au XXe siècle, il y aura la persistance d'une tradition et d'une fidélité monarchiste en Bretagne qui va peu à peu s'étioler. Même si on retrouve dans la résistance des années 40 à l'occupant, on retrouve un certain nombre de royalistes, comme Luc Robet, par exemple, et quelques autres, qui seront parmi les premiers résistants et qui malheureusement seront aussi parmi les premières victimes en France de l'occupation. Aujourd'hui, le royalisme semble avoir disparu du paysage politique. En fait, il existe toujours, mais il a peut-être pris d'autres formes. On le retrouve dans un enracinement local, dans la défense du patrimoine, dans la défense de l'environnement, des paysages bretons. Peut-être faut-il le ranimer. Je dirais que le royalisme politique est en dormition. Il faudrait trouver le moyen de le ranimer. Dans quelques années, dans quelques générations, le plus tôt sera le mieux, évidemment. Le royalisme n'est pas mort. Il dort, même si nous essayons de le réveiller. Eh bien, je ne suis pas jacobin et je ne parle pas breton. Mais j'ai trouvé que la Corse donnait une sacrée leçon et en même temps une sacrée gifle à la République jacobine. Tout le monde s'émeut que M. Talamoni, qui n'est pas de mes amis, que je combats, car il est indépendantiste, quand moi je pourrais me définir plutôt comme autonomiste, breton, fédéraliste, français. Quand M. Talamoni a parlé en Corse, tout le monde s'est ému, ou en tout cas un certain nombre de républicains se sont émus, ce n'est pas la langue de la République. C'est là où on se rend compte de la rigidité d'une République qui est incapable de se penser autrement qu'en uniformité, qu'en une et indivisible. Cela ne m'aurait pas dérangé, et cela ne me dérange pas qu'en Bretagne, M. Le Drian, M. Le Fur ou d'autres parlent en breton pour certains discours qui n'ont pas une valeur législative. Doit-on rappeler que les derniers mots que le général de Gaulle a prononcés lors de sa campagne référendaire à Quimper étaient en breton? Verrait-on dans le général de Gaulle un indépendantiste ou un autonomiste breton? La réaction donc de la République a montré les blocages de celle-ci. La réaction de certains républicains a montré les blocages de celle-ci, de la République.
Nous n'avons pas peur des libertés. Les royalistes n'ont pas peur des libertés. Charles Maurras, après tout, disait « Vous avez devant vous le premier fédéraliste de France ». Nous n'avons pas peur des libertés. Nous n'avons même pas peur des États, au sens provinciaux du terme, dans le pays, parce qu'il y a un État en monarchie assez solide pour les ordonner, pour les coordonner, pour les organiser. L'unité ne craint rien lorsque le roi est là, parce que le roi est le trait d'union, en France particulièrement. Le roi, c'est le pouvoir central. La République, c'est un pouvoir centralisateur qui a toujours peur de lâcher la bride, qui a toujours peur de laisser les libertés aux provinces. Et les Bretons ont été victimes dans l'histoire de cet aveuglement républicain. Soyons clairs, si nous sommes royalistes, ce n'est pas l'effet du hasard, c'est aussi l'effet de l'étude, de la réflexion philosophique, de l'étude empirique de l'histoire. La République a toujours étouffé les libertés, elle en a toujours eu peur. Elle a mis liberté, égalité, fraternité dans ses murs, dans le marbre, pour être bien sûr que justement la liberté ne bouge pas. Le fronton des mairies ressemble un peu trop à une pierre tombale. Nous les royalistes, on n'a pas peur des libertés. Nous n'avons pas peur des libertés. La monarchie n'a pas peur des libertés. La monarchie, c'est même la condition des libertés. On ne peut pas opposer en monarchie autorité et liberté au pluriel. C'est l'autorité au sommet, les libertés à la base. Jean Edernalier disait même que la monarchie, oh, il exagérait peut-être un peu, c'était l'anarchie plus sain. En fait, Maurras n'avait pas exactement dit cela, il avait dit que la monarchie permettait les anarchies nécessaires, les absences, d'une certaine manière, de pouvoir étatique nécessaire. C'est comme cela qu'il faut l'entendre. La monarchie, ne l'oublions pas, c'est un pouvoir central régalien. Les grandes affaires, les grandes finances, l'économie, la grande économie, l'unité du pays, la continuité de l'État, la présence au monde, la grande géopolitique française. C'est ça la monarchie. Et en même temps, ce sont les libertés publiques, les libertés des communautés, des collectivités, des communes, allons, n'ayons pas peur des mots, des corporations d'une certaine manière, la liberté des travailleurs organisés, comme disait la formule jadis. Et pour la Bretagne, eh bien, la monarchie, c'est une chance, c'est une possibilité extraordinaire. On a un peu peur, toujours, d'une monarchie qui serait vieillotte, ringarde, autoritaire. Non. La République est autoritaire et plutôt autoritariste. La monarchie, c'est l'autorité. Mais une autorité qui permet, justement, l'accord des libertés. L'exercice total des libertés, sans que l'unité n'en soit pour autant fêlée. Nous n'avons pas peur de l'excès de liberté. Nous n'avons pas peur de l'exercice des libertés. Nous souhaitons même qu'elles soient un petit peu plus, ces libertés, qu'elles soient un petit peu plus présentes dans notre vie de tous les jours et surtout qu'elles soient vivantes et non pas enfermées dans des codes, enfermées dans des règles. Maurras expliquait que plus on fait de lois, moins il y a de droit au sens noble du terme, au sens fort du terme. D'une certaine manière, la monarchie, c'est les colonnes du temple, c'est les fondements de la maison. Mais à chaque région de décorer les pièces qui leur reviennent. Peu nous importe que les couleurs soient parfois un peu criardes. Après tout, dans une maison, c'est la diversité des enfants qui fait la force de la famille. C'est aussi pour ça que nous sommes royalistes.